vous allez découvrir comment un simple mégot de cigarette a fait exploser mon mariage, révéler les mensonges de ma femme et déclencher une des histoires de vengeance les plus glaçantes et satisfaisantes que j'ai jamais vécues, et je suis bien placé pour en parler, puisque c'est moi qui l'ai vécu. Il y a 3 ans, je croyais être un mari heureux. Je croyais être devenu parano. Je croyais que ma femme m'était fidèle. Mais ce que je ne savais pas, elle me trompait. Dans mon lit. Dans ma maison. Pendant que j'étais au boulot. Et ce mégot de cigarette? Ça a été la première fissure dans le verre. Laissez-moi vous ramener au jour où tout a basculé. Je me souviens parfaitement de ce jour. 3 ans en arrière, fin septembre. Un de ces soirs où le soleil descend bas, doré, et où l'air frais annonce vraiment l'automne. Je venais de finir une longue journée à l'atelier. Je suis ouvrier en mécanique, ça faisait 12 ans que je bossais dans la même usine en banlieue lyonnaise. Ce jour-là on devait expédier une grosse série de pièces avant le vendredi, j'étais sur les nerfs. Tout couvert de graisse et de poussière de métal, j'avais juste envie de rentrer, prendre une douche et poser mes pieds sur le carrelage du salon. Je suis arrivé à la maison vers 18 h. Rien d'extraordinaire, une petite maison de lotissement en périphérie, crépi beige, volets bleus, et une balancelle que j'avais montée moi-même un été parce que ma femme voulait, un truc charmant. Ma femme, c'est Camille. 34 ans, prof de français en collège, intelligente, belle, et capable de réussir n'importe quel gratin dauphinois en fonte. On était mariés depuis presque 7 ans à l'époque. Comme d'habitude, je suis entré par le garage. J'ai retiré mes chaussures de sécurité, balancé mes clés dans le petit vide-poche en céramique à côté de la cafetière, et j'ai crié. Je suis là. Pas de réponse. Je me suis dit qu'elle devait être à l'étage ou mettre de la musique, elle fait toujours ça quand elle cuisine. Pas grave. Direction la douche directe. Après 10 minutes sous l'eau chaude, je me suis séché et j'ai enfilé mon vieux t-shirt préféré et un jogging. Le t-shirt était tout délavé, col déchiré, mais c'est de loin le vêtement le plus confortable que j'ai. Et là, un détail. Infime, mais qui m'a coincé dans la tête comme une écharde. Je passe par la cuisine. Les lumières étaient allumées, la radio jouait doucement. Une chanson de Francis Cabrel est typiquement le genre qu'elle met quand elle est d'humeur tranquille. Pas d'odeur de dîner en préparation, mais je me suis dit qu'elle allait s'y mettre. Je me sers une bière au frigo, et en me retournant, je vois un cendrier posé sur la petite table près de la porte-fenêtre. Je fume, oui. Pas fier, mais je ne m'en cache pas. Depuis mes 19 ans, c'est des Gauloises bleues. D'habitude je fume dehors et je jette mes mégots dans un pot qu'on garde sur la terrasse. Mais quand il pleut ou qu'il gèle, ça m'arrive d'en griller une près de la porte entrouverte. Donc des mégots, il y en a parfois dans le cendrier. Sauf que ce jour-là, un mégot inconnu traînait parmi les miens. Un Marlboro rouge. Je n'ai jamais fumé ça. Trop fort. Et surtout jamais dans ma maison. Je l'ai pris entre 2 doigts. À moitié consumé, comme écrasé à la va-vite. Le problème, c'est que Camille ne fume pas. Et pire, elle a toujours détesté ça. Tous les 1er janvier, elle me tannait pour que j'arrête. Elle m'a acheté des patchs, des gommes, même une séance d'hypnose. Sans succès. Alors si elle ne fume pas, qui avait fumé ça? J'ai fixé ce Marlboro comme si le mégot allait me parler. J'ai pensé à mes potes. Aucun ne fume ça. Julien, mon meilleur ami, est au Lucky Strike, mais ça faisait des semaines qu'il n'était pas passé. Ses copines à elle? Peut-être. Sa collègue Sophie fumait des Marlboro à la fac. Mais elle n'était pas venue depuis des mois, et de toute façon Camille interdisait toujours de fumer à l'intérieur. Même moi, je n'avais droit qu'au coin près de la baie vitrée, porte entrouverte. J'aurais pu lui demander. Crier vers l'étage. Dis, chérie, t'as eu quelqu'un à la maison aujourd'hui? C'est quoi ce mégot? Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Peut-être que mon instinct me disait de me taire. Peut-être que le fait que ce mégot soit posé là, à moitié consumé, comme s'il n'avait pas dû être découvert, m'a fait hésiter. Peut-être que je ne voulais pas connaître la réponse. Je l'ai remis à sa place. Je n'ai même pas vidé le cendrier. Je me suis contenté d'aller m'asseoir avec ma bière. Quelques minutes plus tard, Camille est descendue, m'a souri, m'a embrassé sur la joue comme toujours, et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Longue, ai-je répondu. Elle a ri.
La mienne aussi. Et comme ça, le moment est passé. On a dîné, regardé un jeu débile à la télé, et on est allé se coucher comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas normal. Ce petit mégot restait coincé dans ma tête. Comme un avertissement discret, mais suffisant pour me hérisser la peau. Quelque chose clochait. Je le sentais. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Je n'ai rien dit ce soir-là. Pas un mot. Ni le lendemain. Ni le surlendemain. Je ne me sentais pas prêt. J'avais l'impression que si j'abordais le sujet trop tôt, j'allais passer pour un jaloux maladif. Camille avait toujours détesté ça. Quand je ruminais trop, elle me disait en soupirant. « Arrête de te faire des films dans ta tête. » Alors j'ai gardé tout ça pour moi. Mais même en me taisant, ça continuait à tourner dans mon esprit. Comme une alarme sourde, toujours en arrière-plan. Je bossais à l'usine, en train de serrer un écrou, et paf, je repensais à ce mégot. Je déjeunais avec mon sandwich, et sans m'en rendre compte, je me revoyais debout dans la cuisine, le mégot rouge entre les doigts. Un mégot inconnu. À moitié fumé. Pas à moi. Pas à elle. Pas à un invité habituel. Je n'étais pas devenu un détective du jour au lendemain. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, ni un grand parano. Mais j'ai commencé à observer. À repérer des petits détails que je n'aurais pas remarqués autrement. Et j'ai vu des choses. Camille était distraite. Peut-être un peu plus froide. Pas de grandes scènes, non. Juste des petites différences. Avant, elle riait toujours à mes blagues idiotes, même celles que je répétais depuis 10 ans. Là, elle se contentait de sourire du bout des lèvres. Avant, elle me demandait souvent comment s'était passée ma journée. Là, plus rien, ou alors machinalement, sans attendre la réponse. Un soir, je lui ai parlé de Sophie, sa collègue prof, qui avait posté une photo d'un barbecue sur Facebook. Je pensais que ça lancerait une conversation. Mais au moment où j'ai dit son nom, Camille s'est raidie. À peine visible, mais moi je l'ai vue. Puis elle a marmonné, les yeux sur son téléphone. Non, j'ai pas vu. Pourquoi tu demandes? Ce n'était pas normal. Ces deux-là étaient collés l'une à l'autre, discussion de groupe, échange de mèmes, plan de cours en commun, et là, soudain, elle réagissait comme si elle n'avait plus parlé à Sophie depuis une éternité. Même scénario avec Amélie. Depuis des mois, elle parlait de partir en week-end, entre filles, à Annecy. Je lui en ai parlé, juste comme ça. Alors, votre virée avec Amélie, ça se précise? Camille a haussé les épaules. On n'est pas sûr finalement. Puis elle a changé de sujet aussitôt. Un autre soir, elle m'a dit devoir rester tard pour une réunion pédagogique. J'ai pas insisté. Mais plus tard, je l'ai surprise en train de fouiller dans le sèche-linge. Elle râlait parce qu'elle cherchait un jean. Un jean. Pas une jupe. Pas un tailleur. Pas une tenue qu'on met pour une réunion sérieuse avec des chefs d'établissement. Rien de grave pris isolément, mais mis bout à bout, ça commençait à ressembler à quelque chose. Puis il y a eu la fameuse soirée tapas avec ses collègues. Elle m'a dit qu'elle se retrouvait chez l'une d'entre elles pour boire un verre et discuter. J'ai acquiescé, en mode « amuse-toi bien ». Mais je l'ai observée depuis la fenêtre. Et au lieu de tourner vers le centre-ville comme d'habitude, elle a pris la route de l'autre côté. Je suis resté planté là, les bras croisés, à regarder les phares disparaître au loin. Je me sentais idiot. Soupçonneux. Comme un vieux jaloux aigri sans raison. Mais je ne pouvais plus me raconter d'histoire, quelque chose clochait. Alors j'ai pris une décision. J'ai engagé un détective privé. Ne croyez pas que j'ai fait ça à la légère. J'ai hésité pendant plus d'une semaine. Je tournais en rond dans le salon, je fixais le plafond du lit. Je me demandais si je devenais fou. Mais au bout du compte, j'avais besoin de savoir. Je n'allais pas accuser ma femme juste pour un mégot et quelques impressions. Je suis tombé sur un type via Internet. Un ancien flic reconverti en privé. Pas franchement rassurant au premier regard, la cinquantaine fatiguée, le visage marqué, crâne dégarni, polo rentré dans le jean. Il s'appelait Bernard. Il m'a dit calmement qu'il avait géré des dizaines d'affaires comme la mienne. Que je n'étais pas le premier mari à avoir un mauvais pressentiment. Ça m'a coûté un bras. Plus que je ne veux l'admettre. Mais à ce moment-là,
je voyais ça comme un investissement indispensable. Et bien sûr, je n'ai rien dit à personne. Ni à mes potes, ni à mon frère, ni à Marc, mon collègue avec qui je partageais pourtant tout depuis 10 ans. Bernard a lancé la surveillance. Pas en continu, mais assez pour suivre Camille à la sortie du collège, vérifier ses déplacements le soir et le week-end quand je faisais des heures sup. Tous les 3 jours, il m'envoyait un rapport. J'ouvrais ses mails avec le cœur qui battait la chamade, les mains moites, persuadé d'y trouver quelque chose. Et chaque fois, rien. Elle sortait de l'école. Allait faire les courses à Carrefour. Allait au sport. Prenait un café avec 2 collègues. Les photos étaient banales, granuleuses. Elle avec son sac de courses, elle avec un bouquin à la Fnac, elle riant à une terrasse de bar à vin. Pas d'homme. Pas d'hôtel. Pas de voiture suspecte. Rien. Au bout de 2 semaines, je me suis senti con. Bernard m'a appelé pour savoir si on continuait. J'ai dit oui, en me convainquant qu'elle devait être prudente. Mais après 4 semaines, j'en pouvais plus. Le dernier rapport ressemblait à une liste de courses. Métro boulot dodo. Je l'ai rappelé. Je lui ai dit d'arrêter. Je me suis senti ridicule. J'avais gaspillé de l'argent qu'on aurait pu mettre de côté pour rénover la maison. Je m'étais rongé les sangs pendant un mois, à perdre le sommeil, à vérifier mon téléphone comme un ado jaloux. Et pourquoi? Pour confirmer que ma femme faisait simplement sa vie? Alors j'ai lâché prise. Je n'ai rien dit à Camille. J'ai effacé les mais. Je me suis convaincu que j'étais injuste. Que le mégot et ses petits changements n'avaient pas de signification. Que je projetais mes angoisses de boulot sur elle. Elle a continué à agir comme d'habitude. Ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. Un soir, on était sur le canapé. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme avant. Et je me suis dit, putain, je comprends plus rien. Alors j'ai décidé d'enterrer tout ça. Mais la petite voix, au fond de moi, elle n'a jamais disparu. Le plus étrange, c'est qu'après avoir arrêté la surveillance, tout est redevenu normal. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton « Redémarrer » dans notre vie de couple. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini. J'ai poussé le truc trop loin. Maintenant, je vais arrêter de me faire des films. Et tu sais quoi? Ça a marché. Je n'étais plus en train de jeter un œil envié sur son téléphone posé sur le plan de travail, prêt à bondir au moindre message. Je n'analysais plus la façon dont elle me disait « bonne nuit » ou le ton qu'elle mettait dans ses phrases. Je n'étais plus obsédé par l'heure précise à laquelle elle rentrait à la maison. Et de son côté, elle avait l'air plus douce. Plus présente. Elle me prenait la main dans les rayons du supermarché. Elle ramenait des bières à la maison, sans que je demande. Un après-midi, je suis rentré en sueur après avoir tondu la pelouse, et elle avait préparé une tarte aux abricots maison. Elle venait juste de sortir du four. On a planté 2 cuillères dedans et on l'a mangée debout dans la cuisine, comme quand on s'était mariés. Je n'avais pas vu son sourire comme ça depuis longtemps. Un sourire léger, vrai, sans arrière-pensée. Et là, j'ai commencé à me sentir con. Con d'avoir douté. Con d'avoir gaspillé de l'argent pour un détective. Con d'avoir laissé un mégot et une impression me mettre dans un tel état. La semaine suivante, elle est rentrée avec des échantillons de peinture et des rouleaux de papier peint. Elle voulait refaire la salle de bain des invités. Le samedi, elle a retroussé ses manches et m'a aidé à vider les placards et le garage. On retrouvait un rythme à 2. Tranquille. Simple. Familier. Une partie de moi était même un peu gênée. Comme si j'avais failli tout gâcher pour rien. Alors j'ai tout enfoui. Je n'ai plus jamais parlé du mégot. Ni du détective. Ni de mes soupçons. J'ai fermé la porte de ce placard dans ma tête. Parfois, le soir, je la surprenais en train de sourire à son téléphone. Je ne demandais pas. Je me disais que c'était sûrement un mème débile d'une collègue, une blague d'élève, une discussion de groupe. Rien qui mérite qu'on s'y attarde. J'avais envie de croire qu'on était les bons. Un couple solide. Un couple normal. Et je m'y suis accroché. Cette accalmie, je m'y suis bercé comme dans une couverture chaude. Je respirais mieux. Je dormais mieux. J'étais persuadé d'avoir échappé au pire. Mais la vérité,
c'est que ce calme n'était qu'un mirage. Comme la buée sur l'asphalte après une pluie d'été. Ça paraît réel, ça paraît chaud. Et puis ça disparaît d'un coup. Je ne le savais pas encore. Mais à ce moment-là, le barillet était encore plein. Et la gâchette, déjà armée. Quelques mois avaient passé depuis notre week-end, retrouvailles. La vie semblait redevenue normale. Mieux que normale, même. Confortable. Habituelle. Un soir, comme tant d'autres, je suis rentré du boulot un peu après 18 heures. J'ai retiré mes chaussures à l'entrée, posé mes clés dans le vide-poche, et filé à la salle de bain me laver les mains. La maison embaumait le romarin et l'ail. Camille préparait un poulet rôti. Elle fredonnait une chanson douce en découpant des légumes. Je me suis servi une bière fraîche, je me suis adossé au plan de travail, et on a discuté en rigolant de trucs futiles. On a dîné. Tout paraissait parfait. Après le repas, elle est montée plier le linge. Moi, j'ai décidé de descendre la poubelle, qui débordait presque. En tirant le sac par les poignets, j'ai remarqué quelque chose à travers le plastique blanc, plaqué contre la paroi, à moitié caché par les restes de nourriture. J'ai figé mon geste. Un mégot. Filtre rouge. Mon souffle s'est coupé net. Ce n'était pas un des miens. Je ne fumais que des gauloises. Le sac empestait l'oignon et les épluchures, mais mon regard restait fixé sur ce petit cylindre grisâtre collé contre le plastique. Encore un Marlboro rouge. Exactement comme celui que j'avais trouvé dans le cendrier, des mois plus tôt. Sauf que cette fois, il n'était pas posé là, bien visible. Il avait été jeté. Enfoui sous les restes. Comme pour être dissimulé. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai regardé vers l'étage. J'entendais Camille qui rangeait les serviettes dans l'armoire. Bruits normaux. Geste anodin. Je suis sorti par la porte du jardin, le sac poubelle à la main. Mais je ne l'ai pas mis dans la benne. Je l'ai posé près de l'établi du garage. J'ai pris une cuillère en plastique d'un paquet de pique-nique qu'on gardait au frigo. Et j'ai fouillé. Pas fier, non. Mais comme possédé. Au fond, collé au carton graisseux d'une boîte de restes, je l'ai retrouvé. Un mégot Marlboro rouge. Avec une trace de rouge à lèvres corail sur le filtre. Pas aplati comme les miens. Pas jeté nonchalamment. Non. Il avait été écrasé vite, glissé dans la poubelle comme pour être caché. Je l'ai ramassé avec la cuillère comme si c'était une pièce à conviction. Mes mains tremblaient. Je n'avais plus d'excuses à me donner. Ce n'était pas un invité qui l'avait laissé traîner. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas moi qui avais oublié. C'était bien plus récent. Le repas encore tiède le prouvait. Ce mégot avait été jeté pendant que Camille était là. Très probablement pendant que j'étais au boulot. Et Camille ne fumait pas. Alors qui? Mon esprit est parti dans tous les sens. Le premier mégot dans le cendrier. Sa nervosité quand je parlais de Sophie ou d'Amélie. C'est « réunion » avec un jean. Le détour en voiture pour sa soirée tapas. Tout s'alignait. Cette fois, ce n'était plus un doute. C'était une preuve. J'ai glissé le mégot dans un sac de congélation. Je l'ai fermé hermétiquement. Et je l'ai caché au fond de ma caisse à outils, sous un vieux jeu de clés à douille. Je voulais hurler. Monter à l'étage, brandir le sac, exiger des explications. Mais quelque chose en moi s'est figé. Ce n'était pas de la colère. C'était plus froid. Plus lourd. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin de mensonges. J'avais besoin de preuves. Alors j'ai reposé le sac poubelle comme si de rien n'était, je me suis lavé les mains, et je suis allé m'asseoir sur le canapé. Quand Camille est redescendue avec une pile de serviettes propres, elle s'est installée à côté de moi, m'a caressé le genou et a souri. Et moi aussi, j'ai souri. Mais au fond, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était plus un pressentiment. C'était un signal d'alarme. Un deuxième drapeau rouge. Et cette fois, je n'allais pas l'ignorer. Je n'allais pas refaire 2 fois la même erreur. Pas de détective privé cette fois-ci. Pas de rapport vide, pas de photos floues, pas d'argent gaspillé. Non. Cette fois, j'allais mener l'enquête moi-même. Le lendemain de la découverte du deuxième Marlboro rouge,
j'ai profité de ma pause déjeuner pour filer chez Darty. Au début, j'arpentais le rayon « sécurité maison » comme un idiot, en faisant semblant de savoir ce que je cherchais. Puis je suis tombé sur un objet discret, une mini-caméra planquée dans un faux purificateur d'air. Parfait. Petit boîtier blanc, ventilateur silencieux, une diode bleue qu'on pouvait éteindre. L'appareil se connectait au Wi-Fi et envoyait les images sur mon téléphone, avec sauvegarde automatique dans un cloud sécurisé. L'objectif était planqué derrière la grille d'aération. Impossible à remarquer, sauf si on savait ce qu'on cherchait. D'après la notice, il enregistrait dès qu'il détectait un mouvement, stockait les vidéos pendant une semaine, et pouvait envoyer des alertes en direct sur mon portable. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai attendu le dimanche suivant. Camille était sortie pour faire les courses et donner un coup de main à une amie pour préparer l'anniversaire de son gamin. Elle avait dit qu'elle en aurait pour 3 heures. J'ai profité de ce temps pour installer la caméra. Dans notre chambre, il y avait une petite table dans un coin, avec une plante verte dessus. J'ai déplacé la plante sur le rebord de la fenêtre, branché le purificateur et orienté la caméra vers le lit. Une fois installée, ça avait l'air parfaitement normal. J'ai fini par m'asseoir sur le bord du lit, à fixer le boîtier blanc. Je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression de trahir. Mais en même temps, je me souvenais du mégot dans la poubelle. Et ça a suffi à calmer ma conscience. Quand Camille est rentrée, elle avait un carton de cupcakes. J'en ai pris un peu plus, je me suis dit que ça te ferait plaisir, dit-elle en souriant. On a regardé la télé, plié du linge, parlé de repeindre le couloir. Une soirée parfaitement banale. Pendant ce temps, la caméra tournait en silence. La première semaine a passé. Rien d'anormal. Je visionnais les vidéos tous les 2 ou 3 jours. Je voyais Camille faire son lit, feuilleter son téléphone, dérouler son tapis de yoga devant le miroir, chanter doucement en enfilant son vieux sweat de fac. Rien. Deuxième semaine. Toujours rien. Même routine. École. Courses. Dîner. Dodo. À la fin de la 3e semaine, je commençais à douter. Je me demandais si j'étais pas devenu dingue. Si je n'étais pas en train de transformer ma vie en feuilleton pour rien. J'ai même pensé à débrancher la caméra et la planquer dans le garage. Mais je ne l'ai pas fait. Une part de moi refusait d'abandonner. Alors j'ai continué. Les semaines se sont enchaînées. J'avais pris l'habitude, sur ma pause déjeuner, je scrollais les enregistrements, j'accélérais les passages ennuyeux, je scrutais chaque détail. J'avais même caché l'appli dans un dossier avec un faux nom, verrouillé par un code spécial, au cas où Camille fouillerait dans mon téléphone. 2 mois se sont écoulés. Toujours rien. Et puis est arrivé le 3e mois. C'était un mercredi, je m'en souviens très bien. Une journée trop chaude pour la saison, un ciel bleu écrasant. J'étais à l'usine, j'ai ouvert l'appli machinalement, sans attendre grand-chose. Et là, j'ai vu une série d'alertes inhabituelles. Plusieurs détections de mouvements en pleine journée. J'ai cliqué. La vidéo s'est lancée. Camille était dans la chambre. Elle se regardait dans le miroir, lissait ses cheveux, ajustait son t-shirt, passait ses mains sur ses hanches pour remettre son jean en place. Puis elle est sortie de la pièce. Nouvelle alerte. Elle est revenue. Mais elle n'était plus seule. Il y avait un homme avec elle. Grand. Carrure massive. T-shirt noir, jean. Il avançait avec une aisance qui ne trompait pas. Il a posé son sac de sport contre le mur, comme s'il connaissait déjà les lieux. Mon cœur s'est effondré dans ma poitrine. Camille souriait. Elle parlait doucement. Elle s'est assise sur le bord du lit, le regard fixé sur lui pendant qu'il retirait ses chaussures. Tout avait l'air naturel. Habitué. Et puis j'ai reconnu son visage. Romain. Un ancien ami de lycée. Un type dont tout le monde parlait quand on avait commencé à sortir ensemble. Un routier, toujours, de passage, toujours, en vadrouille. Elle m'avait toujours dit qu'il était comme un frère pour elle. Comme un frère. J'ai senti le sol disparaître sous moi. Je suis resté figé avec mon téléphone en main. J'ai regardé la femme avec qui j'avais construit une vie s'allonger dans MON lit avec un autre homme. Ils ont parlé, ri doucement. Il lui a caressé le visage.
Elle s'est rapprochée de lui comme si c'était un geste 1000 fois répété. La caméra a continué d'enregistrer. J'ai coupé la vidéo avant d'en voir davantage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé la table. Je suis juste resté là, assis dans ma camionnette, le téléphone posé sur mes genoux, le souffle court. Avec ce poids énorme sur la poitrine, comme un bloc de béton. 3 mois d'attente. 3 mois de doute. 3 mois de surveillance. Et là, enfin, la vérité. Pas un mégot. Pas une impression. Pas une intuition. La preuve. J'ai sauvegardé la vidéo. Je l'ai copiée sur mon disque dur perso. J'en ai fait une deuxième copie. Puis une troisième. Tout ça en silence. Comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je venais de franchir une ligne. Et il n'y aurait pas de retour possible. Je n'ai rien dit. Pas ce soir-là. Pas le lendemain. Pas même la semaine suivante. J'ai continué à jouer le rôle du mari banal. Blague de comptoir, discussion météo, bisous sur le front. Elle n'a rien vu venir. Mais dans l'ombre, je m'activais. J'ai copié la vidéo plusieurs fois. Sur 2 clés USB. Sur mon ordinateur pro. Sur une carte mémoire planquée dans le garage, derrière une plaque d'isolation. Même une copie dissimulée dans ma camionnette. Si un support disparaissait, il en restait toujours un autre. Et puis, j'ai passé un coup de fil. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Un avocat que j'avais consulté quand mon père était mort et que j'avais hérité de la maison familiale. Il avait son cabinet dans un vieil immeuble face à la poste, au centre-ville. Il m'a reçu un vendredi après-midi. Il portait le même blazer gris élimé que la dernière fois. Son bureau sentait le café réchauffé et les vieux dossiers. On a serré les mains. Je me suis assis. Et j'ai tout déballé. Je lui ai expliqué que je soupçonnais ma femme. Que j'avais désormais des preuves vidéo. Et que je voulais savoir quelles options s'offraient à moi. Il m'a écouté sans broncher, en hochant la tête. Comme si plus rien ne pouvait le surprendre dans ce métier. Puis il m'a demandé. Vous avez toujours votre contrat de mariage ? J'ai sorti la chemise cartonnée que j'avais préparée. Je l'ai posée sur son bureau. Il l'a ouverte, a parcouru les pages, puis s'est arrêté sur un paragraphe. Il a esquissé un petit sourire ironique. Vous êtes plus malin que vous ne le croyez. J'ai froncé les sourcils. Comment ça ? Il a fait pivoter le contrat vers moi et a posé son doigt sur un article. C'était écrit noir sur blanc, en plein milieu, entre les clauses sur la gestion des biens communs et la succession. En cas d'infidélité ou de manquement à l'obligation de fidélité conjugale, le conjoint fautif renonce à tout droit sur les biens immobiliers, épargne et patrimoine commun. Je suis resté à fixer cette ligne un long moment. On avait signé ça 10 ans plus tôt, un peu naïvement. À l'époque, j'avais hérité de la maison et l'avocat avait conseillé d'ajouter ce genre de clause, par précaution. Camille n'avait pas bronché. On était jeunes, amoureux, persuadés qu'on n'aurait jamais besoin de s'en servir. Et maintenant, ce bout de papier me tombait dessus comme un joker en or massif. L'avocat a ajouté. Si vous voulez engager la procédure discrètement, vous êtes blindé juridiquement. Avec vos preuves, cette clause est béton. Il m'a expliqué la marche à suivre. Ce qu'il fallait déposer. Ce qu'il fallait éviter, surtout ne pas la confronter directement, ne pas la prévenir avant que tout soit ficelé. C'était étrange, d'écouter un homme me dire calmement comment détruire légalement mon mariage en 3 étapes administratives. Mais le plus étrange, c'était moi. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais pas tremblant. Je n'étais pas en colère. J'étais calme. Je suis sorti du cabinet avec un plan précis, un contrat sous le bras, et un drôle de sentiment de sérénité. Quand je suis rentré à la maison, Camille préparait un banana bread. L'odeur emplissait la cuisine. Elle m'a accueilli avec un sourire, m'a tendu une tranche encore tiède. « Tu veux goûter ?» J'ai dit merci. Je l'ai mangé. J'ai même ajouté que c'était sûrement le meilleur qu'elle avait fait. Mais tout le long, une seule phrase me résonnait dans la tête. En cas d'infidélité, le conjoint fautif renonce à tout droit. On l'avait écrite ensemble. On l'avait signée ensemble. Et en rigolant, elle m'avait dit ce jour-là. Bon, alors vaut mieux pas déconner.
Eh bien, elle avait déconné. Et moi, je n'allais pas rater ma chance. 3 semaines plus tard, ses valises étaient sur le perron. C'était un samedi matin. L'air était frais, sec, et les arbres commençaient à jaunir. J'étais levé tôt, bien plus tôt que d'habitude pour un week-end. J'avais préparé du café, étalé tous mes papiers sur la table de la cuisine, et j'avais relu une dernière fois chaque document. J'avais planifié tout ça dans les moindres détails. Rien n'était laissé au hasard. Camille avait dit qu'elle passerait la matinée chez une amie. J'avais simplement hoché la tête. Dès qu'elle avait quitté l'allée en voiture, je m'étais mis au travail. 3 valises. La grande pour ses vêtements. La moyenne pour ses affaires de toilette, ses cheveux, produits de beauté. La petite pour ses carnets, ses bougies parfumées, ses petites babioles qu'elle gardait sur sa table de chevet. Je n'avais rien jeté. J'avais plié chaque vêtement, soigneusement, sans rien froisser. Les flacons fragiles étaient emballés. Les fermetures éclairs bien tirées. Pas par bonté. Mais parce que je voulais que, plus tard, elle ne puisse pas dire que j'avais été cruel. Une fois les bagages prêts, j'ai changé les serrures. Serrure neuve à la porte d'entrée. Code du garage modifié. Sa clé retirée de mon trousseau et jetée dans le tiroir des piles et des vis. Quand elle est rentrée ce soir-là, je faisais semblant de dormir. Elle n'a rien remarqué. Le lendemain, elle est ressortie dans la matinée, encore pour des courses. C'était le moment. Vers midi, j'ai entendu sa voiture se garer. Ses pas sur le gravier. Puis, le cliquetis de la poignée de porte. Un premier essai. Silence. Un deuxième. Puis des coups plus secs. Et sa voix. Allô? C'est quoi ce délire? Ouvre. Moi, j'étais derrière le Judas. Je la voyais, les yeux écarquillés, à essayer de comprendre. Puis son regard s'est posé sur les 3 valises posées bien droites sur le perron. Elle est restée figée. Son téléphone a glissé de sa main. Ses épaules se sont voûtées. Puis elle s'est mise à tourner en rond, les mains dans les cheveux, complètement perdue. Elle a martelé la porte, crié. « Mais qu'est-ce que tu fous? Ouvre-moi. » J'ai laissé sonner son téléphone. 1 fois. 2 fois. 4 appels manqués. Au bout d'un moment, elle s'est laissée tomber sur la marche, les genoux repliés, la tête dans les bras. Elle a pleuré. Puis elle s'est relevée. Elle a tiré ses valises dans la voiture, les a entassées dans le coffre. Et elle est partie. J'ai regardé tout ça derrière la vitre. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien ouvert. Je ne me sentais pas triomphant. Pas heureux. Pas soulagé non plus. Juste, fini. Le soir venu, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Quelques jours plus tard, Camille a reçu son assignation, directement chez ses parents. Tout était propre, officiel, validé par l'avocat. Les preuves étaient là. Le contrat aussi. Lors de l'audience, elle est arrivée avec son père et un avocat au regard vide, l'air d'être là par obligation. Elle ne m'a pas adressé un mot. Ses cheveux étaient tirés en arrière, pas de maquillage, des cernes profonds. Elle ressemblait à une rescapée d'un incendie. Le juge a tout parcouru, le contrat de mariage, les vidéos, les relevés bancaires. C'était plié en quelques minutes. Elle a tout perdu. Pas un centime. Pas un meuble. Pas une part de la maison. Rien. Juste 3 valises. Quand c'était fini, elle est sortie sans un mot. Son père la suivait, le regard fixé au sol. Je suis sorti seul. Sur le parvis du tribunal, j'ai respiré profondément. Comme si un poids de 7 ans venait de s'évaporer. Le soir, j'ai ouvert une bière sur la terrasse. La maison était silencieuse. Et cette fois, ce silence était à sa place. 6 mois avaient passé depuis le jugement définitif. Entre-temps, j'avais pris mes marques dans cette nouvelle vie. La maison était plus calme, oui. Mais pas vide. Juste, paisible. Comme après un gros orage, quand tout est encore trempé mais que le silence revient enfin. J'avais fait quelques changements. J'avais viré le canapé qu'elle avait choisi et qui n'avait jamais été confortable. Retiré les cadres avec les photos de sa famille dans le couloir. Jeté les mugs à citation qu'elle adorait. Je n'avais gardé que l'essentiel. Pas par rancune,
simplement parce que c'était nécessaire. Je bossais plus. Je bricolais. J'ai repeint la chambre d'amis. Rangé le garage. Refait la clôture. Petit à petit, je reprenais le contrôle de ma vie. Pendant ces 6 mois, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Pas un message. Pas un appel. Rien. D'après quelques rumeurs qui circulaient au village, elle serait retournée vivre chez ses parents. Elle donnerait des cours particuliers de français, à temps partiel, pour se refaire. Mais je n'ai pas cherché à en savoir plus. Plus elle était loin, mieux je me portais. Et puis un matin de mars, le destin a décidé de s'amuser. Je m'étais arrêté dans un petit café-tabac de quartier, après avoir fini un chantier. J'avais envie d'un café noir et d'un croissant. C'était un endroit banal, avec ses nappes en plastique à carreaux et son serveur qui connaissait tous les habitués. Je m'étais installé dans la banquette du fond, près de la fenêtre. J'avais commandé mon café, ouvert le journal, et j'étais tranquille. La clochette de la porte a sonné. J'ai levé les yeux machinalement. Et elle était là. Camille. Elle avait l'air réduite. Amaigrie. Ses cheveux ternes, attachés à la va-vite. Une vieille veste en jean élimée. Elle m'a vu. Nos regards se sont croisés. Elle s'est figée une seconde, puis a esquissé un petit geste de la main. J'ai hoché la tête, et je suis retourné à mon journal. Je pensais que ça s'arrêterait là. Mais une minute plus tard, je l'ai vue approcher ma table. Elle s'est arrêtée devant moi. Je peux m'asseoir une minute? J'ai levé les yeux, j'ai vraiment regardé son visage. Cernes creusées. Yeux rougis. Elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois. J'ai haussé les épaules. Comme tu veux. Elle s'est assise. Elle a joint ses mains devant elle. Ses ongles étaient écaillés. Plus de bagues, évidemment. On est resté silencieux un moment. Puis elle a parlé, la voix basse. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai rien répondu. Je la laissais dérouler. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je voulais juste te dire que je suis désolé. Elle a baissé les yeux. Sa voix s'est cassée. Romain est parti, a-t-elle ajouté. Juste après que tout a explosé. Il m'avait promis de revenir, de m'aider. Mais depuis janvier, plus rien. Pas un message. J'ai haussé légèrement les sourcils. Pas surpris. Je l'avais vu venir. Elle a soupiré. Il n'était pas celui que je croyais. J'ai cru que ça serait différent. Je me suis trompé. Elle a bu une gorgée de son café, les 2 mains serrées autour de la tasse comme pour se réchauffer. Puis elle a levé les yeux vers moi, humide. Tu me manques. Tout me manque. Nos matins calmes, ton café, même nos petites routines idiotes. J'ai tout gâché. Et maintenant je le sais. Je t'aime encore. Je crois que je t'aimerai toujours. Sa voix s'est brisée. Elle a essuyé une larme du revers de sa manche. Je l'ai fixée. Longuement. Sans bouger. Sans scier. Puis j'ai parlé, d'une voix posée. Je t'ai aimé. Mais tu as choisi de me trahir. Tu as eu ce que tu méritais. Ne remets plus jamais les pieds dans ma vie. C'est tout ce que j'ai dit. Pas d'engueulade. Pas de discours. Pas de morale. Parce qu'il n'y avait plus rien à sauver. Elle a essayé de sourire, mais ses lèvres ont tremblé. Je me suis levé, j'ai posé quelques pièces pour mon café, et j'ai lâché. Porte-toi bien. Je suis sorti sans me retourner. Dehors, le vent frais m'a fouetté le visage. J'ai remonté mon col, j'ai allumé la voiture, et je suis resté assis un moment avant de tourner la clé. Je ne me sentais pas victorieux. Pas amer non plus. Juste, libre. C'était fini. Vraiment fini. 2 ans ont passé depuis cette rencontre au café. Au début, les journées s'écoulaient lentement, comme engourdies. Même en sachant ce qu'elle avait fait, il m'arrivait encore d'attraper machinalement une 2e tasse le matin, avant de me rappeler que je n'avais plus personne à servir. Ou bien de rester planté devant le rayon de ces tablettes de chocolat préférées au supermarché, avant de me dire que ça ne servait plus à rien d'en acheter. Ce n'était pas de la tristesse. Juste des habitudes qui mouraient doucement. Je me suis occupé autrement.
J'ai retapé des coins de la maison que j'avais négligés. J'ai aidé un voisin à construire un poulailler, histoire de garder les mains occupées. Il y a un certain apaisement dans le fait de scier, visser, assembler. Ça te vide la tête. 1 an après le divorce, j'ai recommencé à me montrer aux repas de quartier, aux anniversaires, au barbecue. J'y allais sans attente. Manger un morceau, saluer 2 ou 3 têtes connues, puis rentrer. C'est là qu'un soir, à la fête de fiançailles d'un pote, j'ai rencontré Julie. Elle n'avait rien d'extravagant. Pas de faux sourires, pas de discours forcés. Elle était vraie. Gentille. Drôle, mais simplement. On a discuté ce soir-là, puis on a continué à s'envoyer des messages. Un café est devenu un dîner. Un dîner s'est transformé en promenade avec son chien, Paco. Puis ces promenades sont devenues des week-ends sur ma terrasse. Julie écoutait. Elle posait des questions, mais sans fouiller. Elle savait me faire rire d'une façon que je croyais oublier. 10 mois plus tard, je lui ai proposé d'emménager chez moi. 1 an après, on s'est mariés. Un mariage simple, dans le jardin. Son frère avait construit une arche en bois. Mon pote s'occupait du barbecue. Paco portait un petit nœud papillon. Elle a pleuré en lisant ses vœux. Moi aussi, sûrement. Aujourd'hui, on attend un bébé. Pour le mois de juillet. J'ai construit le berceau moi-même, à la main. Parfois, je m'assois dans le salon et je regarde autour de moi. Ce n'est pas la maison qui a changé, c'est l'atmosphère. C'est plus lumineux. Plus léger. Je respire mieux. Quant à Camille, je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après ce café. Et honnêtement, je m'en fiche. Elle a fait son choix. Elle a creusé son trou. Je suis juste reconnaissant de ne pas y être tombé avec elle. Parce que ma vie ne s'est pas arrêtée le jour où elle est partie. Elle a commencé. Partagez votre avis dans les commentaires, pensez-vous qu'il a bien fait de ne pas entrer en confrontation directe avec elle? Ou auriez-vous agi différemment? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo.